Bonjour et bienvenue à la 6e session de notre cours Procédure judiciaire 2. Aujourd'hui, nous parlons de la publication des actes, la conclusion de la cause, la discussion de la cause et les prononcés du juge. La mise à la disposition des actes pour que les parties en prennent connaissance est exigée dans le canon sous peine de nullité, mais une exception de grande importance est ajoutée. Le juge, pour éviter des très graves dangers, peut décréter que dans les affaires qui concernent le bien public, aucun acte ne sera publié, étant sauf le droit de la défense. Il est évident que le juge doit procéder avec grande prudence avant de décréter qu'un acte déterminé ne doit être communiqué à personne, car le droit de la défense peut être violé s'il s'agit d'une preuve importante avec, comme conséquence, la nullité de la sentence. Le canon 1598, deuxième paragraphe, enseigne que l'étape de la publication offre aux parties la possibilité de demander des nouvelles preuves au juge, si elle estime qu'il faut ajouter à celles qu'on a déjà recueillies. Cette faculté, contraire au principe de forclusion, autorise la production des nouvelles preuves et elle permet à procéder, le cas échéant, à une nouvelle publication des actes par le juge avec un décret. La publication des actes est pour la validité du processus. La conclusion de la cause n'est autre chose que la clôture solennelle de la période de l'instruction et le commencement de la phase de discussion. Une fois que toutes les preuves recueillies, y compris celles qu'on a proposées après la publication des actes, ont été incorporées aux actes judiciaires, l'on en arrive à la conclusion de la cause. C'est toujours un décret judiciaire qui doit la déclarer. Cependant, la conclusion de la cause dérive principalement du fait que le temps utile ou le délai indiqué par le juge pour constituer les preuves est écoulé, ce qui est un effet de forclusion. Mais cette conclusion de la cause peut dérouler aussi du fait, premièrement, que les parties déclarent qu'elles n'ont plus de preuves à apporter, ou deux, que le juge déclare à son tour qu'il estime que la cause est suffisamment instruite. Dans les deux cas, il ne sera pas nécessaire d'attendre que s'écoule le ou les délais indiqués pour la preuve pour rendre le décret de conclusion de la cause. Après la conclusion de la cause, le juge fixera un délai convenable pour rédiger le sommaire des actes et pour produire par écrit les plaidoyers ou les observations des avocats et du défenseur du lien. Cela peut être prorogé étant donné que tout délai judiciaire est prorogéable par nature. Les prononcés du juge. Toute cause judiciaire qui a sa propre autonomie est une cause principale. Une sentence est un acte solennel du juge ou du tribunal qui décide de façon définitive de l'objet du procès. En accomplissant cet acte, le juge exerce la plénitude de son pouvoir de juridiction. Il répond en façon adéquate au droit à l'action et à la contradiction quand les parties en prennent une décision qui tranche le différend. La sentence est le but vers lequel se dirige tout le procès. C'est elle qui éclaire et explique toutes les phases et les règles du procès, même dans le cas où la procédure ne s'achève pas par une sentence, bien que la sentence soit issue normale, mais par une autre des formes qui existent pour mettre fin à la controverse. Dans les tribunaux d'un seul juge, l'élaboration et la rédaction de la sentence ne demandent pas des normes particulières. Il en va autrement dans un tribunal collégial. Dans ce cas, il faut indiquer comment procéder, car il s'agit d'un acte collégial et la résolution est prise à la majorité des voix. Le canon 1609 décrit une procédure interne que le tribunal collégial doit suivre jusqu'à qu'il parvienne à la sentence qui tranche la cause principale. Mutatis mutandis,
l'on doit comprendre qu'il faut suivre une procédure analogue pour procéder les sentences interlocutoires et rendre les décrets quand ils ne sont pas des simples ordonnances. Quand il s'agit d'un juge unique, il lui revient exclusivement et après des mûres considérations de décider et de rédiger la sentence selon ce qui est prescrit. S'il s'agit d'un tribunal collégial, on confie la tâche de rédiger au ponent ou rapporteur qui doit utiliser les motifs allégués par les divers juges dans la discussion, tout en prenant bien soin de retenir de préférence ceux sur lesquels la majorité d'entre eux se sont mis en accord. Une fois rédigée, la sentence doit être soumise à l'approbation de chacun des juges membres du collège. Le canon 1611 indique les 4 buts de chaque sentence qui doit dirimer le litige porté devant le tribunal en donnant une réponse satisfaisante à chacun des points litigieux. 2. Déterminer les obligations découlantes du jugement pour chacun des parties et la manière dont elles s'en acquitteront. 3. Exposer les raisons ou motifs dans le droit de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence. Et 4. Statuer sur les frais du procès. Le canon 1612 décrit les formalités qu'on doit observer dans la rédaction de la sentence. Premièrement, l'introduction. Après l'invocation du nom divin, la sentence doit mentionner successivement le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur avec le nom et domicile indiqués avec précision, le promoteur de justice et le défenseur du lien s'ils ont intervenu dans le procès. 2. Les faits. Il faut ensuite une rapide exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des doutes. 3. La loi et l'argument. Suivra le dispositif de la sentence, précède des motifs sur lesquels il repose. Et 4. La conclusion. La sentence s'achèvera par la mention des jours ou lieux où elle a été rendue, la signature du juge ou tous les juges si le tribunal est collégial, et la signature du notaire. S'il vous plaît, lisez et étudiez les notes de cours. Aussi, consultez les annonces en ce qui concerne le test. Nous avons un test maintenant qui concerne les sessions 4 à 6. Merci beaucoup et bonne chance.